Je suis Delphine Boileau-Terrien. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter mon mari, non pas seulement parce que je voulais vous le présenter, mais plutôt parce que en fait dans la transition de carrière, quand j'accompagne mes clientes ou quand je suis en contact avec mes prospects, évidemment il y a toujours la place du conjoint, soit pour le choix de l'investissement, soit pour le fait de ne serait-ce que d'envisager de prendre un temps de réflexion et découvrir ce que vous avez vraiment envie de faire professionnellement. Donc non seulement il y a le fait de soi-même se donner cette permission, mais on se retourne très souvent, et c'est naturel, vers son conjoint. Et donc aujourd'hui l'objectif de cette vidéo, c'est de vous, que lui prenne la parole et qu'il vous explique comment il a vécu ma transition de carrière et mon lancement d'activité, donc avec son regard à lui. Et voilà, je vais lui laisser la parole juste pour qu'il raconte quel a été son rôle et comment lui a vu ma transition professionnelle. Et ensuite, je lui poserai d'autres questions. Alors, merci déjà d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ma reconversion professionnelle et mon lancement d'activité sous l'angle du conjoint? Oui, alors, dans un premier temps, c'est un peu particulier parce que c'est la première fois que je le fais, donc c'est assez un peu intimidant, donc il y aura des petites mimiques. Donc voilà, je vais juste parler simplement. Et pour nous, cette transition, parce que je dis nous, c'est quand même un choix de famille. Et donc ça a commencé un peu comme des contraintes géographiques, ou en tout cas des mobilités. Et ça a commencé du passage de la France à la Belgique, l'arrivée à Bruxelles. Et on se disait, c'est un peu comme en France, donc trouver un travail en Belgique, c'est un peu comme trouver un travail en France. Donc Delphine se cherchait, et moi j'ai pas bien vu, mais c'était vraiment difficile au départ, parce que ça se passe pas comme si on était en France, on est en Belgique, donc il y a d'autres contraintes. Et assez rapidement, en fait, par le travail, on m'a proposé d'aller en Chine. Et moi j'étais un peu inquiet parce que je pensais que Delphine n'était pas prête à partir en Chine, parce qu'elle s'installait en Belgique, elle avait commencé les cours de flamand, quelques entretiens, pas très prometteurs, mais bon, on se disait qu'il fallait un petit peu insister, et en fait non, elle n'allait pas du tout, et elle commençait à perdre confiance, pardon. Et en fait la transition vers la Chine a été plutôt une seconde étape, et en fait une seconde étape très bienvenue. Et moi, dans un premier temps, j'avais pas du tout détecté ça, et donc ça m'a soulagé parce que je me dis, tiens, oui, effectivement, partir en Chine, pour moi c'est bien, mais aussi pour toi, c'était pas une contrainte, mais plutôt une opportunité. Et là, j'ai vu un changement d'état d'esprit complet. En venant en Belgique, c'était un peu comme arriver dans une nouvelle région en France, alors que ce n'était pas du tout le cas. Un peu tranquille, un peu à son aise, alors que les mois passaient et tu perdais confiance quelque part. Alors qu'à partir en Chine, changement radical d'état d'esprit, le couteau entre les dents, j'ai tendance à dire, c'est un petit peu l'image qui me vient à l'esprit. Le réseau, une détermination comme j'avais jamais vu en Belgique, à vouloir trouver quelque chose très rapidement, quel que soit quelque part le travail, mais pour rebondir et s'exposer et rencontrer à la fois des gens et peut-être un nouveau job. Et donc ça a été une transition presque en 8 mois, une transition de la France à la Belgique et de la Belgique à la Chine. Et ça, c'était pas forcément prévu dans le programme au départ, et donc ça oblige à se poser des questions. Mais si on change régulièrement de travail, ou plutôt de lieu, pour moi de travail, mais de lieu pour nous, en famille, comment on fait pour avoir un travail qui nous convienne, qui te convienne, et qui soit mobile? Et ça, c'est la deuxième partie de la transition en Chine, où là, ça a été une transition plutôt de regarder quel type de job je veux faire, parce que tu as trouvé un travail rapidement en Chine, mais ce n'était pas ce qui te convenait. Et donc là, l'exposition à se poser la question véritablement de qu'est-ce que je veux faire, dans quelles conditions matérielles, dans quel type de travail, est-ce que je continue en tant que ressources humaines chercher à faire du staffing, qui n'était pas ta tasse de thé. Et donc là, rencontre avec un coach pour aller vers quelque chose qui était complètement nouveau pour nous. Nous sommes des Français, je dirais, qui ne sommes pas des entrepreneurs. On n'a pas beaucoup d'entrepreneurs dans notre famille, voire pas du tout. Et donc, c'était passer d'employé
à gérer une entreprise qui était complètement naissante, puisque c'était un brouillon, quelque part, c'était pas encore établi, mais on sentait bien que tu allais vers ça. Et donc là, après, tu as, je dirais, essayé, tu as rencontré Magali, ton premier coach, qui a donné une ouverture, qui a quelque part validé un petit peu ce que tu avais en toi, mais qui était encore qu'un prémisse, qui était des concepts. Et moi, pour moi, le vrai départ d'entreprise, la transition est plutôt l'arrivée aux États-Unis, hein, qui est une entreprise avec des clients, des prospects, mais on est au-delà du concept. On est quelque part à mettre une entreprise en mouvement, en structure, et ça a d'autres, je dirais, paramètres à prendre en compte. Et donc, ces étapes différentes au cours je dirais, de mon expatriation, puisque c'est moi qui imposais les départs et la mobilité, tu as su à la fois t'adapter, mais aussi à se reposer des questions, peut-être des fois un peu trop souvent, de quelle est la formule. Moi, je regarde une expérience ici aux États-Unis, tu dis, ben voilà, dans la continuité de Shanghai, je veux être coach, sauf que coach aux États-Unis, tu avais 20 ans de moins que la moyenne des coachs que tu as rencontrés ici. Tu n'as pas 20 ans chez Kodak ou 20 ans chez Xerox qui te donnent un carnet d'adresse et une légitimité, et donc tu n'as pas du tout trouvé ton compte. Et donc quelque part, il a fallu complètement repenser, et à chaque étape étaient quand même des changements personnels assez importants. Donc moi, c'est comme ça que j'ai vécu un petit peu, je dirais pas le Tour de France, mais un peu un tour du monde avec des étapes, et à chaque étape, des questions importantes. Comment tu vois ton activité, même si le cœur était là, je dirais que quelque part ça a révélé, ça a structuré, développé, avec parfois pas mal de changements, mais malgré tout une certaine continuité, et je dirais qu'aujourd'hui ça semble de plus en plus clair, ou en tout cas plus établi. Pardon. J'aimerais bien que du coup tu expliques en fait comment tu as conçu ton rôle, comment tu as participé en fait à cette aventure quelque part. Voilà, quel était ton rôle en fait en fonction de ces différentes étapes? Donc mon rôle, c'est aussi un petit peu de ma formation ou mon travail. En fait, je me définis un peu comme un administrateur. J'entends par là que c'est un choix de vie familial, et donc en fait la famille a participé à l'investissement financier dans ton entreprise, et à ce titre-là, je me suis donné un droit de regard de savoir quel était le business case. Est-ce que c'est viable? Est-ce que ça peut tenir la route? Est-ce qu'on ne dépense pas trop d'argent par rapport aux rentrées? Est-ce que l'investissement a du sens? Et donc j'avais un peu un regard extérieur en tant que... On n'a pas fait d'emprunt à la banque pour lancer l'activité. Donc c'est la famille qui a sponsorisé le démarrage. Et donc là, à ce titre-là, je regarde comment ça se passe. Je suis aussi le comptable, je fais les taxes. C'est quelque chose que Delphine n'aime pas forcément faire. C'est pas forcément ta tasse de thé que d'aligner des chiffres d'un tableau Excel et puis de regarder les taxes. Mais moi j'aime bien, donc ça me permet aussi de participer à l'entreprise. Et puis, je dirais quelque part, ça n'est pas que dans un sens, c'est donc un rôle extérieur de contrôle. J'y trouve aussi beaucoup d'intérêt parce que pour mon développement personnel, il y a pas mal d'outils que tu mets en place pour tes clientes, qui sont essentiellement des clientes, pas des clients, mais j'utilise des fois clients et clientes, même si je sais que le travail ta cible est plutôt féminine. Moi, je parlerai de clients d'une façon générale. Et pour mon travail, à la fois en tant que responsable d'équipe ou vis-à-vis des clients, j'aime bien certains outils, donc je me les approprie. Donc j'ai un peu aussi un effet miroir. Quand je ne comprends pas bien les concepts et que ça me semble un petit peu des fois compliqué, j'ai tendance à te le dire, et donc je reçois les messages, j'utilise aussi quelques outils, je te donne le feedback en tant qu'un petit peu administrateur, et donc je participe, je dirais assez activement, parce que c'est quand même, c'est pas notre troisième enfant, mais c'est quand même un projet important, et je ne me sentais pas du tout en dehors de cette aventure, pour les raisons que je viens d'expliquer, mais aussi parce que ça m'intéresse dans un développement général, et beaucoup de sujets peuvent toucher aussi pas mal d'hommes qui sont soit en transition ou dans l'entreprise ou à l'extérieur, donc il y a quand même pas mal de sujets d'actualité.
Du coup, maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles aussi des peurs que tu as pu avoir pendant ma transition. Puisque, juste pour petit rappel, Laurent donc, est salarié. On n'a pas dans notre entourage personne qui était entrepreneur. Donc, quelque part, c'est aussi quelque chose qui peut t'avoir fait peur. Quelles ont été en fait les peurs que tu as eues pendant ma transition et mon lancement d'activité? Alors je parlerai pas vraiment de peur, parce qu'on a l'avantage, et c'est un luxe quand même, d'avoir lancé cette activité en étant expatrié. Donc les contrats d'expatriation sont de plus en plus rares et donnent un confort matériel. Et donc quelque part, je parlerai plus de doutes par rapport à ton activité, mais qui ont été très très vite effacés, parce que quand on part en expatriation, un des points importants, c'est quel est le rôle que j'ai pendant l'expatriation. Et quand je dis ça, je me mets à ta place, c'est-à-dire que moi j'ai mon travail, je suis envoyé pour une mission en général, plutôt une mission difficile, et donc c'est très concentré, il n'y a pas de souci, on est dans le job. Mais tu peux, et le conjoint ou la conjointe, ce qui est souvent le cas, peut être un peu perdu, sans sens, sans but, sans réalité au jour le jour, au-delà de s'occuper de la famille, mais c'est pas le but. T'es pas une maman qui veut s'occuper seulement des enfants, mais qui veut aussi avoir cette activité professionnelle. Et donc moi j'étais assez sensible au fait que, ben voilà, on partait en Chine, parce que je compte pas la Belgique comme la première expatriation, mais en Chine, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as trouvé ton compte? Et donc, quelque part, le premier passage, alors c'est vrai que financièrement, comme on était en expatriation, il n'était pas trop difficile à prendre ce choix de ne pas aller vers une banque et de financer ton activité par la famille, mais j'y voyais vraiment un intérêt par rapport à ton développement personnel. Trouver une activité, un but, un sens, d'aligner ses valeurs aussi par rapport à ton job, et donc moi je me dis, ça c'est tout bénéfice, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de doute à avoir. La deuxième partie, c'est une fois que l'on a imaginé retourner et revenir en France, donc changer de ce mode d'expatriation à venir plus localisé, est-ce que l'entreprise est viable? Et ça, je dois dire, j'ai un copain américain qui m'a posé la question, Laurent, je sens bien que tu as des doutes, est-ce que ce sont des doutes par rapport au positionnement de l'entreprise de Delphine ou la capacité de Delphine à réaliser l'activité? Et ça, c'est vrai que c'était une vraie question. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui suit une sorte d'avocat technique et j'ai besoin de preuves. Donc, quelque part, la facturation, le nombre de clients, etc. Ben, oui, j'avais un certain nombre de doutes par rapport à la viabilité de l'entreprise. Par contre, lorsque j'ai vu le retour client, la satisfaction client, je veux dire que quelque part, on ne peut pas complètement échouer, on ne peut pas être complètement à côté de la plaque lorsque les clients, et en l'occurrence des clientes, sont satisfaites et reviennent vers toi, c'est-à-dire qu'elles sont satisfaites du service, on a apporté quelque chose qui est une vraie valeur ajoutée qui se mesure, ça peut pas aller dans le mur. Alors est-ce que c'est suffisant? Est-ce que le nombre de clients est là? J'ai pas toujours compris les étapes du business model et de la façon de le mettre en place, mais quelque part c'est pas mon problème, et c'est pas mon activité. Mais par contre, la satisfaction client, ça c'est quelque chose qui a levé les doutes. Et assez naturellement, je dirais au temps où l'entreprise est structurée, eh bien, on voit les courbes de progrès qui se mettent en place. Et ce qui était un petit peu annoncé, qui me semblait un peu ambitieux au début, je sens que c'est réalisable. Et donc ça vient valider. Mais c'est une conséquence, c'est le résultat de l'activité. Donc le développement personnel, le fait qu'on pouvait le faire financièrement, et donc c'était une belle aventure, plus le fait d'avoir les retours clientes qui étaient très très positifs, et donc si vous trouvez votre cible et que vous voulez lancer quelque chose et qu'on a ce type de satisfaction, on ne peut pas être complètement dans le mur. Et puis après, on ajuste. Et à ce moment-là, lorsqu'on avait imaginé retourner en France, et parce que peut-être qu'on ne retournera pas, l'entreprise devait être viable, et c'est là que les chiffres ont commencé. Donc, quelque part, ça s'est fait assez naturellement, c'est assez court, hein. On parle d'ici sur la phase vraiment entreprise d'une année et demie, 2 ans, plus des doutes, mais qui se sont assez vite estompés, plus que des peurs. Jamais eu peur, jamais eu de contraintes, de choses qui pouvaient être un blocage. Moi, j'ai vu beaucoup de choses positives là-dedans. D'accord. Juste du coup pour terminer, j'aimerais bien que tu, enfin voilà, s'il y avait des conjoints qui voulaient avoir des conseils de ta part, maintenant quelque part que tu as fait les étapes,
qu'est-ce que tu aimerais leur donner comme conseil, ou comme avis, ou comme commentaire qui pourrait les aider? Alors j'adore Delphine. Donc elle est très intuitive, avec une intelligence personnelle et... Mais cette question-là, elle n'était pas prévue. C'est formidable, hein. Donc là, je suis un peu pris au dépourvu, je n'avais pas prévu ça comme question. Un conseil, c'est assez large comme... c'est un peu comme l'expatriation quelque part, où c'est une aventure où chacun doit y trouver son compte. Donc quelque part, si à l'intérieur, en son profond de soi-même, on a des peurs ou des craintes, il faut l'exprimer parce que ça ne peut pas aller très très loin. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai jamais eu de peur, j'ai jamais eu des doutes, des questions, mais je les ai toujours posées. Des fois, Delphine, elle me dit, mais t'es jamais encourageant? Je dis, ben non, parce que moi, je parle pas des choses forcément qui vont bien, je parle des choses qui ne vont pas bien. C'est un peu mon job. Les choses qui vont bien, ça va bien, on va pas y passer beaucoup de temps. Par contre, les choses auxquelles on n'a pas pensé, ou qui peuvent être des points bloquants, ben forcément, il faut le mettre sur la table. Donc moi, j'ai tendance à dire, s'il y a vraiment un blocage et si la situation pèse à l'un ou l'autre, ben, il faut en parler, il faut le mettre sur la table et pas dire ça va passer. Parce qu'il faut se faire confiance, c'est une aventure, tu y passes beaucoup de temps. Des fois on a aussi des choses très concrètes, qui s'occupent des enfants quand ils sont malades. Voilà, ben, moi quand j'étais en expatriation, c'était très simple, bah, c'était Delphine qui s'en occupait parce que j'avais une mission et c'était très demandeur et c'était le but de l'entreprise. Maintenant ça s'équilibre un peu plus, Delphine a son activité, donc moi aussi je dois aussi de temps en temps prendre le jour de congé pour s'occuper des enfants. C'est pas forcément quelque chose d'évident au départ, mais ça se fait. Donc il y aura des écueils, il y aura des difficultés, vraiment se faire confiance, échanger avec l'autre parce que c'est la base de la construction de l'aventure et donc c'est plutôt ça et c'est une aventure personnelle donc ça secoue un petit peu les deux vis-à-vis Delphine vis-à-vis de Laurent mais aussi Laurent vis-à-vis de Delphine et puis on va découvrir des choses donc on va continuer à progresser, il ne faut pas que ça fasse peur quoi. Et donc quand il y a des questions ben, vraiment en parler et c'est pour moi l'essentiel de je dirais des conseils, si on peut appeler ça conseil, c'est plus un petit tips. Ben, en tous les cas, merci beaucoup. De rien. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je le souhaite vraiment profondément. Et je vous dis